Merci aux intervenants de cette première table ronde. Et avant de passer à la seconde table ronde, nous allons écouter le grand rabbin de France, Haïm Corsia, pour une intervention en cette date anniversaire du 27 septembre. Je redis devant lui ce que j'ai dit tout à l'heure en son absence, c'est que j'insistais sur le fait que nous avions une date de naissance collective le 27 septembre, mais que lui, Haïm Corsia, chantre du franco-judaïsme, a la chance d'avoir une date de naissance collective qui correspond à sa date de naissance individuelle, le 27 septembre. Il fête aujourd'hui ses 60 ans, donc je voulais que nous lui souhaitions le meilleur, donc jusqu'à 120 ans. Tu n'en es qu'à la moitié. Et puis, je te donne du coup tout de suite ce que nous avons fait à chacun des intervenants, mais un facsimilé du décret d'émancipation des Juifs de France, évidemment. Voilà. La parole est à toi. Assis debout. Ça va bien. Ça me va bien. Mets-toi à côté de moi, c'est bien, comme ça, tout est sous contrôle. Chers amis, avant toute chose, je tiens à remercier Yonatan Arfi, parce que le Talmud dit « Baruch Omer VOC ». Béni soit celui qui dit et qui fait. Avant même son élection, on parlait souvent de cette date. Il ne savait pas, pour l'occurrence tout à fait personnelle. Tu as parlé d'un chiffre me concernant. Mais alors, je vais te dire, les rêves sont meilleurs antidotes contre l'âge qui avance. Donc moi, j'ai toujours rêvé. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire de cette date quelque chose. Et tu m'as dit, moi, je voudrais faire quelque chose autour du 27 septembre. Je ne t'ai pas dit non, parce que moi, je fais tous les ans quelque chose autour du 27 septembre. Eh bien, je suis très heureux et vraiment fier et touché que tu aies tenu parole. C'est comme si on disait qu'on doutait du fait que tu tiennes parole, mais que ce soit une évidence pour toi très vite de mettre en place cette date. Et je te souhaite, et je nous souhaite à tous, qu'on puisse pérenniser cette date comme un rendez-vous régulier, une sorte de prise du pouls de la société française dans son ensemble. Et ce qu'a dit par exemple Dominique Schnapper tout à l'heure, c'était vraiment assez extraordinaire. Et tout comme Bruno Carcenti, je suis arrivé pour... Je vous ai entendu tous les deux, et je reviendrai en particulier sur ce qu'on dit l'un et l'autre. Oui, je pense que la situation du judaïsme, en fait, est un indicateur assez précis de l'état de la société. Cette promesse universelle de la République qui a fait se dresser tant et tant de populations dans le monde entier comme le flambeau de la liberté, de l'égalité, du respect, de la dignité de chacun, de chaque population, chaque tradition. En France, on se rend compte que cette promesse universelle est saccagée, il n'y a pas d'autre mot, par l'existence ou la permanence d'une forme d'antisémitisme. Et ce n'est pas uniquement l'antisémitisme, mais l'antisémitisme comme révélateur des grandes fractures de la société. Vous en avez parlé, évidemment, mais on se rend compte que, par exemple, quand, pendant l'affaire Dreyfus, la République est quand même très vacillante. Et il suffit de lire le livre incroyable de Donner, Christophe Donner, qui s'appelle « La France Goy », une sorte de réactualisation de la France juive de Drummond, pour comprendre qu'il y avait un véritable risque à ce moment-là de coagulation de tous les antisémitismes. Tous. Et on voit que l'affaire Dreyfus, c'est la République qui vacille. Dreyfus est innocenté en 1906. J'ai rien, le 12 juillet, j'ai rien à titre personnel, mais si, je crois que j'ai marié une fille le 13 juillet. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Mais en tout cas, la place des Juifs redevient normale, naturelle. Et puis, quand la République chute en 1940, la place des Juifs devient catastrophique. Donc on voit, c'est un indicateur très clair. Est-ce que la République est forte ou pas? Si les Juifs sont bien, c'est qu'elle est forte. Si les Juifs ne sont pas bien, c'est qu'elle est faible. Et donc à travers les Juifs, pourquoi? Parce que les Juifs sont les mêmes que leurs concitoyens non juifs, mais il est différent. Si vous avez quelqu'un qui est radicalement différent, eh bien il est différent et moi je suis comme ça. Donc je vois bien sa différence. J'aime ou j'aime pas, je peux dire j'aime, je peux dire j'aime pas. Mais quand c'est le même qui revendique sa différence, et c'est pas nouveau. Nous sommes les mêmes et nous revendiquons une différence depuis Joseph, dans la Bible, avec les Égyptiens, qui avait un vice-roi d'Égypte qui s'appelait Joseph, formidable,
Vice-roi d'Égypte, il a sauvé l'Égypte de la catastrophe de la famine. N'empêche que la Bible témoigne que les Égyptiens ne mangeaient pas à la table d'un juif parce que c'était une abomination de manger à la table d'un juif. Il était vice-roi d'Égypte. Esther, la reine Esther, on est un peu plus loin. La reine Esther, c'est le même principe. Aman, le méchant vizir, le Iznogoud local, dit au roi Assuérus, qu'est-ce que tu as besoin de t'embêter avec cette population? Ils ne sont pas comme tout le monde. Le Shabbat, ils n'ouvrent pas les portes avec des clés, ils ne font pas leur digicor. Enfin, il ne dit pas exactement ça dans le rôle d'Esther, mais à peu de choses près, c'est ce que ça dit. Téléphone pas Shabbat, ils mangent pas comme tout le monde, ils font pas les trucs comme... Vedatm shonot mikol, voilà ce que dit vraiment la Megillah. Et leurs règles de vie sont complètement différentes. Donc ils sont dispersés au milieu de tes 127 provinces, et il la ramène toujours à faire des trucs différents des autres. Mais débarrasse-toi de ça. Et le roi Assuérus, qui a un problème majeur, il a 127 provinces. C'est un soudard, en fait. C'est un soldat qui a pensé devenir quelqu'un d'important en épousant la petite fille de Nabuchodonosor, la fameuse reine Vashti. Bon, lui, il faut qu'il unifie ces 127 provinces. Comment il fait? Il se dit, c'est bien. Personne n'aime les juifs. On zigouille les juifs. Et voilà, j'ai mon truc. Vous croyez que c'est nouveau dans l'histoire du monde? Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, en fait... Le principe, c'est que les Juifs sont les mêmes que les autres, mais pas les mêmes. Donc en fait, si les Juifs qui sont les mêmes et pas les mêmes sont bien, alors ceux qui ne sont pas les mêmes seront bien. En revanche, si les Juifs qui sont les mêmes mais pas les mêmes ne sont pas bien, alors on est certain que ceux qui sont différents ne seront pas bien. Et donc les Juifs, ça devient, c'est le premier principe que je vous propose, les Juifs deviennent le symbole de toutes les différences. Ils sont le symbole de la diversité. Si les Juifs sont sereins dans une société, quelle qu'elle soit, en France, c'est ce qui nous intéresse, alors la diversité est acceptée. Et si on refuse l'altérité que représentent les Juifs, alors on sait que nous sommes dans une société qui refuse l'altérité, la différence, la diversité. Dominique avait raison tout à l'heure de parler de la laïcité. La laïcité, c'est aussi, en réalité, même si je suis d'accord que 95% de la population était catholique, en tout cas revendiquée au moment de la loi de 1905. Mais il n'y avait plus de problème de questions, d'enjeux majeurs avec les protestants à ce moment-là. Au début du XXe siècle, il y a évidemment. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, on n'a toujours rien fait pour la Saint-Barthélemy. Il a fallu attendre 444 ans après la Saint-Barthélemy pour mettre une plaque en mémoire des morts de la Saint-Barthélemy sur le Pont-Neuf. 444 ans. C'est vous dire qu'on l'avait encore en travers de la gorge. Parce qu'au fond, si on est très honnête, il y a 2 crimes d'État en France. Le premier, c'est la Saint-Barthélemy. Le deuxième, c'est le Veldiv. Et donc, comme dans Astérix ou Alésia, on ne sait pas où c'est, nos défaites morales, on ne sait pas où c'est, on ne les reconnaît pas. Et on a mis, je vous dis, 444 ans avant de mettre une plaque au Pont-Neuf pour la Saint-Barthélemy. Mais il n'y a pas vraiment, au début du XXe, un problème avec les protestants. Et donc, moi, je crois plutôt que les Juifs, la position des Juifs devient un symbole de la capacité à organiser la diversité. Je le vois bien, moi j'étais aumônier des armées, je ne vais pas vous dire que la moitié des soldats de l'armée française étaient juifs. Je me souviens d'un général qui est devenu tout blanc et tout vert et tout jaune, dans cet ordre-là, quand il m'a dit « mais il y a combien de ressortissants ?» Je lui ai dit « mais très froidement, il faut toujours être serein dans ces cas-là, avec mon uniforme et tout. » Je lui ai dit « mon général, dans la gendarmerie, 120 000, dans l'armée de l'air, 80 000, dans l'armée de terre, 140 000. » C'était une époque où on avait encore 140 000 et 80 000 dans l'armée de l'air, on est bien moins maintenant. Il me dit « mais ah bon ?» Je dis « oui, je suis susceptible de m'occuper de tous parce que ma fonction était à l'époque aumônier général israélite des armées et non pas aumônier des Israélites des armées. Tout comme la fonction que l'Assemblée générale du consistoire central, donc vous m'avez confiée, c'est pas grand rabbin des Juifs de France, même si ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'est grand rabbin de France, de toute la France. Donc en fait, on est en rapport avec tout le monde. Donc le judaïsme n'est pas qu'un rapport des Juifs aux Juifs, c'est un rapport des Juifs à la société. Et donc moi, j'ai la conviction, même si ça va énerver les vrais spécialistes de la laïcité, et il y en a dans cette salle, j'ai la conviction que la France est consubstantiellement laïque. Ce n'est pas une victoire de 1905, c'est que 1905 a mis un texte juridique sur un concept qui existait devant, Dominique, prenez des notes, 496. J'ai l'impression de repasser une thèse d'examen là, devant moi. 496, Dominique.
C'est quoi 496? Le baptême de Clovis. Comment ça se passe? J'étais rabbin de Reims, je suis au cœur de cette histoire de Clovis. J'y étais pas, mais on me l'a raconté. Alors, Clovis, lui, il est comme Hesperus, hein. Il a un problème majeur, il a des tribus de partout. Les Francs, on les appelle les Francs, mais ils sont sûrement pas francs. Du collier, en tout cas, Visigoth, bref, c'est un patchwork incroyable. Il veut unifier tout ça, et il se dit, la religion, ça unifie, il se fait baptiser. Problème, c'est que pour se faire baptiser, quand on est roi de France, faut faire venir le pape. Le problème, à l'époque, c'est que le pape, il a un pouvoir temporel fort. Et donc, il ne veut pas faire venir le pape. Parce que passer sous les fourches caudines du pape, jamais. Il courbe pas la tête, le fier s'y cambre. C'est pas pour lui, mais ça marche aussi. Et c'est Rémi, l'évêque de Reims, Saint-Rémy. Il faut toujours avoir un évêque, c'est le père Joseph en l'occurrence. Rémi a l'idée de génie. Dans la nuit, l'Esprit Saint, raconte la tradition, c'est pas le Talmud, mais on peut faire confiance, l'Esprit Saint apporte le Saint-Crème pour oindre le roi. Et donc, Rémi explique au bon roi, Clovis, que, je dis le bon roi parce que c'est l'un des rares à l'époque, oui, parce que Dagobert n'est pas si bon que ça, il a plutôt expulsé les Juifs, Philippe n'est pas si beau que ça, le Bel aussi, Auguste, il est moins Auguste que prévu aussi, quant à Louis IX, alors on n'en parle même pas, mais Clovis, j'ai rien contre lui, sur les Juifs en tout cas, et de manière générale. Et Clovis dit, puisque le Saint-Crème, qui est dans la hiérarchie catholique, est au-dessus du pape, a été amené par le Saint-Esprit, on n'a plus besoin du pape, il n'invite pas le pape. Et donc, il se baptise, c'est-à-dire qu'il reconnaît la transcendance de la foi, sans donner un pouvoir, quel qu'il soit, temporel, à la religion. Donc c'est le principe même de la laïcité, si on voit bien ça. Chacun est libre de faire comme il veut, mais l'État n'est pas soumis à une religion. Et donc en 1905, on n'a fait que remettre en place cela. Or, si on veut attaquer la laïcité, en attaquant les Juifs, on attaque tout le principe de la laïcité. Parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent pas on veut que notre façon de vivre soit adoptée par tous. On n'a jamais voulu. Michel Rocard, paix à son âme, qui était vraiment un gars formidable, plutôt un bon gars, un jour, il a une idée formidable. Je ne sais pas quel conseiller lui suggère ça. Il lui dit, on va faire un truc simple. Il y a Noël dans le calendrier, il y a plein de fêtes chrétiennes. On va mettre des fêtes juives et des fêtes musulmanes dans le calendrier de tout le monde. Et donc, il demande au Grand Rabbin de France de venir. Le Grand Rabbin de France va le voir. Et il me dit, tu sais ce qu'il m'a proposé? Non. Il m'a dit, il veut rendre férié Kippour. Tout Kippour, oui, pour tout le monde. Moi, j'ai dit, on n'a jamais vu ça dans le judaïsme. Nous, on ne veut pas que personne ne travaille Shabbat. Enfin, vous rigolez, quoi. À la limite, je voudrais bien que les Juifs ne travaillent pas Shabbat, que les Juifs respectent Kippour. Enfin, Paul, c'est pas possible. Mais il le voulait vraiment, parce que pour lui, c'est une forme d'égalité. Mais l'égalité, c'est pas l'équité. Et le judaïsme n'a jamais demandé que tout le monde se plie à notre foi. Donc nous sommes vraiment dans le cœur du cœur de ce qu'est la laïcité. Nous, on veut pouvoir vivre notre religion, que les autres puissent vivre leur religion, que l'État respecte les différences des uns des autres, en fait, soit neutre. Ça s'appelle la laïcité. Neutralité de l'État, liberté de pratique religieuse, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Ça s'appelle la laïcité. Et donc, si le judaïsme n'est pas à l'aise, or, malheureusement, on parle d'antisémitisme là, mais moi je veux dire quand même, le problème des jeunes juifs pratiquants qui ont des examens le jour de Shabbat, qui ont des examens le jour de Kippour même. Qu'est-ce que vous allez dire à un jeune à qui on dit t'as ton examen le jour de Shabbat, t'as qu'à le faire. Sinon, pardon, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est un professeur de fac qui l'a dit et écrit parfois. Sinon, allez dans votre pays. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ça? En France, aujourd'hui, allez dans votre pays. Quel pays? Donc moi en général, j'appelle le président de la fac et je dis mais quel pays? Il est américain l'étudiant? Je sais pas, quelle nationalité on parle? Au fond, il y a une suspicion permanente. S'il n'y a pas une véritable laïcité, c'est-à-dire respect de la liberté de pratique religieuse et la neutralité de l'État, il y a une suspicion d'externalisation de notre citoyenneté. Et on a beau être émancipé depuis le fameux 27 septembre 1791, on n'est pas un peu comme les autres. C'est la deuxième chose. La troisième, je vous propose un raisonnement un peu compliqué. D'abord, je crois que... Et pardon, c'était formidable ce que vous avez dit. Si vous me permettez un petit bémol près, tout petit. Et vous avez raison, d'ailleurs, en fond, vous avez raison.
mais moi je le dirais différemment. Vous avez dit l'épicentre du judaïsme mondial, qui est Israël, qui n'est pas diasporique. J'ai une mauvaise nouvelle pour votre théorie, c'est que le judaïsme, c'est le seul système humain qui a été diasporique avant d'être intérieur. Les Chinois de Wanzhou, ils quittent Wanzhou, ils viennent où ils veulent. Ils viennent de Wanzhou. Les Libanais, ils sont au Liban, ils vont partout ailleurs. Les Juifs, pardon, ils étaient dans le désert. D'abord, ils étaient esclaves en Égypte avant d'être en Israël. Ils étaient ensuite dans le désert, en Égypte, dans le désert, où vous voulez. Et mieux, 2 tribus et demie sur les 12 disent à Moïse, Moïse, c'est vrai que c'est bien, la terre sainte, le lait, le miel, enfin toutes ces histoires, c'est joli. Mais regarde les pâturages qu'il y a là. C'était en Jordanie, franchement ça a bien changé le paysage, mais enfin regarde, parce que moi je suis à la Djerash, je n'ai pas vu beaucoup de pâturage, mais disons sur le principe, 2 tribus et demie, Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché, disons on est bien là, 2 tribus et demie sur 12. Donc vous voyez le principe diasporique. Et au-delà de ça, il est formidable. C'est mon cadeau d'anniversaire, il est sympa. Au-delà de ça, vous avez utilisé le mot le centre de la constellation, c'est votre formule, si vous voulez moi ça. Le problème du franco-judaïsme, c'est que le centre de la constellation du franco-judaïsme, c'est la France. Et je vous le dis parce que j'ai écrit la biographie du grand rabbin Kaplan, qui est pour moi l'archétype du franco-judaïsme, qui a été le premier rabbin et grand rabbin à être profondément sioniste, le premier. Et lui, il a construit une façon d'être qui est maintenant le principe dans le judaïsme. On fait tous du kaplanisme sans le savoir. On fait ce que moi j'ai appelé un néo-franco-judaïsme. Et tu en es vraiment l'exemple type. C'est-à-dire, on a une histoire qui est profondément juive, mais profondément française et profondément attachée à ce qu'est Israël. À l'importance spirituelle, à l'importance politique, l'importance de tous les liens que vous voulez avec Israël. Mais l'épicentre du franco-judaïsme, c'est la France. Parce que, et c'est le troisième point que je vous propose, le Talmud raconte une chose merveilleuse. Il dit qu'il y a des rabbins qui sont venus visiter un rabbin qui était très malade. Et ce rabbin leur dit, mes frères, priez pour moi. Alors ils lui disent, mais enfin, tu te moques de nous. Le monde entier ne tient que par ta prière, et toi, tu veux que nous, on prie pour toi? Il leur répond cette phrase merveilleuse, jamais un prisonnier ne peut se libérer seul de ses chaînes. J'ai besoin de votre prière. Et regardez le principe que je vous propose. Naturellement, dans ce franco-judaïsme qui est nos fibres, toutes nos fibres sont là, quand on a un problème d'antisémitisme, de crainte, on se réfugie littéralement dans les bras de la République. Parce que nous sommes, ce que Pierre Bienot m'a appelé les fous de la République. On se réfugie dans les bras de la République. Or, les ennemis de la République, qui n'ont pas le courage comme première caractéristique, se disent, puisque les Juifs se réfugient dans les bras de la République, si on tape les Juifs, c'est comme si on tape la République, mais sans taper la République directement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Plus on est tapé, plus on se réfugie dans les bras de la République, plus nos ennemis nous tapent, en fait, ceux qui sont les ennemis de la République. Voilà pourquoi des phrases aussi essentielles que ce qu'a dit Manuel Valls après les assassinats de l'Hypercacher. La France sans les Juifs n'est plus la France. Voilà pourquoi les phrases des politiques, je me tourne vers eux, sont essentielles à tous les niveaux. Je me rappelle François Hollande qui avait dit des choses, Nicolas Sarkozy, le président de la République actuelle, Jacques Chirac. Toucher à un Juif, c'est toucher la République. Oui, mais c'est le problème. C'est vrai et on a besoin d'entendre ça. C'est le problème. Quelle est la solution? C'est ma conclusion. Sur les 3 types d'engagement que représentent les Juifs et qui en font des victimes potentielles, des ennemis de la République, c'est que de la même façon que ce rabbin ne peut pas se délivrer lui-même des chaînes de la maladie, il a besoin de l'aide des autres rabbins. Si nous sommes seuls à mener le combat contre l'antisémitisme, c'est qu'il est perdu. La seule façon, c'est que l'ensemble de la société se sente mobilisé réellement contre l'antisémitisme. Et, mon cher Jonathan, tu as remarqué que c'est la première fois que je ne t'ai pas appelé Jonathan comme je t'appelle tout le temps, mais Jonathan, parce que tu me fais cette fête là pour mon anniversaire, je suis content, et donc voilà. Cher Jonathan, l'un des combats que nous devrions mener avec le président du consistoire, Maître Elie Korché, toi, président du Fonds social, les grandes organisations juives, les institutions juives, c'est de faire en sorte que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause nationale. Pas celle des Juifs, grande cause nationale. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque le président Chirac a trouvé insupportable 12 000 morts par an sur les routes,
il a dit maintenant, c'est mobilisation générale, grande cause nationale. Ah, on a tous perdu des points sur nos permis de conduire. Parfois même le permis tout entier. Reims-Paris, en combien de temps? Bon, est-ce qu'il y a prescription? Oui, c'était le premier Yamatora du Grand Rabbin, 89, 45 minutes. En voiture, je peux te dire que ça donnait bien sur la route. Mais c'était une autre époque. Il y avait moins de radars, mais on a tous perdu des points, on a tous perdu des permis de conduire. N'empêche qu'on a divisé, écoutez bien, par 4. C'est toujours insupportable. Il y a 3200 morts par an sur les routes. C'est insupportable. Mais quand on part de 12 000, on a divisé par 4 le chiffre. Si on pouvait diviser ne serait-ce que par 2 le chiffre des actes antisémites, daillez-nous. Si on pouvait par 4, ce serait formidable. Et par 8, il dirait oui. Et moi, je sais que la communauté juive, vous le savez très bien, chacune d'entre vous, lorsqu'elle se sent épaulée, aidée dans ce combat, comme quand, par exemple, la conférence des évêques de France, sans qu'il y ait rien de particulier, déclare dans un texte bouleversant que la lutte contre l'antisémitisme, c'est son problème à elle, là, je me dis, on fonde réellement une république fraternelle. Et moi, je crois que cet enjeu de fraternité, nous en sommes, à notre corps défendant parfois, le symbole, l'un des symboles les plus illustres, les plus évidents pour l'ensemble de la société. Et donc, j'ai un axiome très simple. Si les Juifs sont heureux, c'est que leur vocation partout dans le monde, mais en France en particulier, alors la France est heureuse et la République est lumineuse. Merci pour mon cadeau.